Notre invité, c'est à 8h30, quasiment 8h30 ce matin, Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Merci beaucoup d'être ce matin avec nous et bienvenue à vous. Il y a quelques minutes, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, a déclaré chez nos confrères de France 2 que la volonté du Premier ministre n'était pas d'appliquer le 49.3, mais que ce serait discuté en Conseil des ministres ce midi. Il ne faudrait pas l'appliquer pour éviter de perdre du temps dans cet examen du budget? Le 49.3, c'est un outil constitutionnel qui est à la main du Premier ministre et du gouvernement à chaque instant et qui peut engager sa responsabilité devant les députés parce qu'il y a un blocage ou parce qu'il souhaite faire passer un texte et engager sa responsabilité. Donc c'est un outil qui peut être sorti à chaque instant. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément être sorti. Il faut qu'il y ait effectivement... Oui, le Premier ministre ne l'écarte pas. Il le disait d'ailleurs dans le JDD ce week-end. Exactement. Donc il n'est pas écarté par principe puisque c'est un outil constitutionnel. C'est très impopulaire, possible. Vous l'avez suivi. Mais en même temps, ce n'est pas qu'une question de popularité, c'est que moi je souhaite, et le gouvernement souhaite, que les débats aient lieu à l'Assemblée nationale, que chacun prenne ses responsabilités, présente des amendements, les vote et montre quelle est la copie de l'Assemblée nationale et s'exprime sur le sujet. Donc moi je suis pour la responsabilisation et la responsabilité des parlementaires et donc nous sommes dans une démarche où on laisse le débat se faire à l'Assemblée nationale, les parlementaires, les députés adoptent ou pas des amendements, présentent une copie et ensuite la votent ou pas. Mais voilà, et donc le 49.3 reste une possibilité, un outil qui est à chaque instant possible sur le texte, mais la volonté du gouvernement est de laisser le débat se faire à l'Assemblée nationale. On a bien vu hier, la journée a très mal commencé pour le gouvernement, avec, vous avez pris une veste, si je puis dire, avec cet amendement qui a été voté en commission. On est en train d'assister à une redite de ce qui s'est passé en commission des finances. Mais donc, est-ce qu'il faut prolonger le supplice chinois ou est-ce qu'il ne faut pas, pour vous, plutôt trancher rapidement dans notre démocratie, les parlementaires votent et décident du budget. Et donc, effectivement, la semaine dernière, il y a eu toute une série d'amendements complètement délirants qui ont été adoptés par la Commission des finances. Et à la fin des fins, on a eu une énumération complètement loufoque de taxes qui ont été ajoutées à hauteur de 60 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, comme l'a d'ailleurs dit le président de la Commission des finances. Et puis, une fois que les parlementaires, les députés ont vu le monstre fiscal qui avait été créé la semaine dernière, ils ont décidé finalement de rejeter le texte et de dire finalement on n'en veut pas. Donc, peut-être que cette expérience en commission des finances la semaine dernière va aiguiller le vote de certains députés cette semaine. Ça a été le cas hier. Écoutez, moi j'ai peut-être la naïveté de penser que les parlementaires et les députés en particulier peuvent être responsables. Chacun prend ses responsabilités. Est-ce qu'ils reproduiront le monstre fiscal qui s'est créé la semaine dernière en commission des finances ou est-ce qu'il y aura une attitude différente? Je crois que pour le débat démocratique, c'est important même de le voir. C'est important que les Français puissent savoir ce que leurs députés pour lesquels ils ont voté votent et donc que chacun prenne ses responsabilités. Et ensuite, le gouvernement a sa copie initiale. Les députés font la démonstration avec les amendements de leur idéologie et de ce qu'ils souhaitent porter dans le débat. Et puis à la fin des fins, si vraiment il y a des blocages, la Constitution prévoit des outils pour débloquer. Strictement politique, entre dans le détail après, mais hier encore, ça a été une très mauvaise journée pour la majorité. Enfin, pour la majorité, pour cette majorité relative. Vous avez perdu une vice-présidence. Pourquoi ? Parce que votre camp s'est une nouvelle fois déchiré. Alors, est-ce que c'est pas l'occasion ou est-ce qu'on prolonge le déchirement, ou est-ce que c'est pas l'occasion par le 49.3 de solidifier ce bloc central qui aujourd'hui, je suis désolé, mais le constat c'est qu'il est fracturé, déjà fracturé. Mais tout le monde a conscience que cette assemblée est de toute façon fracturée. Depuis les dernières élections législatives, tout le monde a bien compris qu'il n'y avait pas de majorité absolue, qu'il y avait une majorité relative très relative, et que le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, était très morcelé. Donc avec un RN qui est l'assurance vie du gouvernement d'ailleurs. Qu'il y ait du coup des événements et des votes qui soient parfois surprenants. Comme il y a quelques jours en commission des affaires économiques de l'Assemblée, que j'ai eu l'honneur de présider il y a quelques temps, ou plus récemment hier avec la vice-présidence. Oui, mais ça, vous allez l'avoir en réalité très régulièrement, puisque, on va pas se mentir, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc ce genre de surprise... Oui, mais vous pourriez avoir des partenaires un tout petit peu plus conciliants. De là considérer que le 49.3 est l'outil magique qui va tout d'un coup fédérer tout le monde, je trouve... pas forcément. C'est un outil, le 49.3, qui vous permet de débloquer la situation quand il y a un blocage. Bon, à ce stade, on n'est pas dans le blocage, on est dans le vote des parlementaires qui présentent des amendements et puis on verra bien la copie finale. Voilà. Mais qu'il y ait des soubresauts à l'Assemblée nationale, personne va feindre la surprise connaissant la nature de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qu'on va vivre encore longtemps. Le 49.3 permettrait quand même d'aller plus vite parce qu'en ce moment, on voit bien que la conjoncture économique elle est en train de se dégrader. On voit les défaillances d'entreprises. On voit que les acteurs économiques, ils ont besoin de cette stabilité. Ils ont besoin de savoir où ils vont. Les patrons, maintenant, avec les taxes, etc. Donc, ça serait aussi un moyen d'aller plus vite. Oui. Et on a les agences de notation Moody's à la fin de la semaine qui va nous noter. Donc, la dette qui peut, notre façon d'emprunter qui peut encore être dégradée. Tout ça, ça permettrait quand même
même de dire voilà où on en est et maintenant on avance. Je suis ravi de vous voir tous des grands défenseurs du 49.3. J'ai le sentiment que par le passé, quand il a été utilisé, il n'y avait pas autant de popularité et autant d'éditorialistes qui nous disaient allez-y, il faut y aller, il faut le dégainer. Donc moi je pense encore une fois que c'est un outil qui est à disposition du gouvernement et qui peut être déclenché à tout instant quand il y a un blocage, mais que la responsabilité et la responsabilisation des parlementaires, c'est important. Ça permet aussi dans le débat public de voir les positionnements et les votes de chacun des groupes politiques. Et donc chacun ensuite assume son vote. C'est ça la démocratie, c'est aussi le vote. Donc il faut laisser faire ce débat. Et ensuite, rassurez-vous, et rassurons aussi les acteurs économiques, il y a l'Assemblée nationale, mais il y a le Sénat. Et donc moi je suis convaincu qu'ensuite, quand le projet de loi de finances arrivera au Sénat, que là pour le coup, on a une Assemblée au Sénat qui est beaucoup plus stable, avec une majorité LR et centriste, qui là va faire un travail sur la question du budget qui est probablement très différent du travail qui est actuellement fait à l'Assemblée nationale sur la question budgétaire. Parce que c'est quand même l'Assemblée qui a... Mais après, il peut y avoir aussi... il faut un moment que les députés et sénateurs essayent de se mettre d'accord, c'est ce qui s'appelle la CMP. Il faut surtout qu'à un moment un budget soit voté. Mais la discussion budgétaire, on n'est pas au bout de la discussion budgétaire, on est en octobre. La discussion budgétaire, elle va aller jusqu'à décembre. Donc laissons chacun prendre ses responsabilités et expliquer à travers le vote quels sont les positionnements de chacun des groupes politiques, et à la fin des fins, s'il y a des blocages, à tout instant, le gouvernement peut sortir le 49.3. Oui, Guillaume Casparien. Il ne faut pas le dégainer forcément trop tôt, il faut que chacun puisse s'exprimer, débattre et assumer ses positions politiques. Et encore une fois, les positions sont très différentes au sein de l'Assemblée, mais elles sont aussi très différentes du Sénat. Et donc, il y a deux chambres. On est dans un système bicaméral où on a deux chambres au niveau du Parlement. Vous êtes entre autres ministre de la fonction publique, je le disais. Parlons éducation nationale, près de 4000 postes supprimés, alors que certaines régions sont en pénurie d'enseignants. Vous trouvez ça cohérent aujourd'hui ? Je trouve, bien sûr, cohérent. Qu'il y ait un ajustement des recrutements, parce que c'est ça dont il s'agit, en fonction de l'évolution démographique des usagers, en l'occurrence des élèves. Et là, il se trouve qu'il y a 97 000 élèves en moins à la rentrée prochaine. Oui, on parle beaucoup des élèves, mais on ne parle pas des postes à pourvoir dans l'éducation nationale. Il y en a 3 000 qui n'ont pas été pourvus. Assurez-vous, l'éducation nationale compte toujours 850 000 enseignants et 1 million d'agents. Et l'année prochaine, il y aura toujours beaucoup de recrutements, plusieurs milliers de recrutements de professeurs, d'enseignants. Bon. Ce qui est expliqué là, c'est de dire que plutôt que d'en recruter 21 000 comme chaque année, il y aura 4 000 recrutements de moins, 4 000 postes en moins sur les nouveaux recrutements. Mais il n'y a pas de changement radical, j'allais dire, de la politique salariale qui est menée au sein de l'éducation nationale. Il y a un ajustement qui me paraît encore une fois cohérent et légitime. Cet ajustement là ne peut pas évoluer. L'évolution démographique des élèves, mais moi je souhaiterais d'ailleurs que cet exercice démographique soit réalisé sur l'ensemble des missions de service public. C'est-à-dire que l'on puisse dimensionner les effectifs et les évolutions de recrutement en fonction notamment de l'évolution de la démographie des usagers. Parfois, on a moins d'élèves, mais dans d'autres secteurs du service public, on a plus de travail, parce qu'il y a par exemple sur l'autonomie, la vieillesse, un vieillissement de la population. Donc le fait de dimensionner la taille du service public et les recrutements en fonction de l'évolution de la démographie me paraît totalement sain si on veut avoir un fonctionnement rationnel, efficace du service public. Il faut d'ailleurs intégrer à ces réflexions-là les questions technologiques, parce qu'on a des mesures de simplification, de technologie qui vont améliorer l'efficacité du service public. Et bien là, ça peut aussi jouer sur les futurs recrutements dans les années qui viennent à moyen et long terme. Je trouve excusez-moi, mais très technocratique, très technique sur l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un service public un peu particulier, aussi la santé. Tous les services publics sont singuliers. Mais l'éducation nationale, elle est en crise, on le sait depuis longtemps. C'est un sujet sur lequel les parents, évidemment, tout le monde est très concerné. La vocation des enseignants se perd d'ailleurs, les professeurs aussi. Il y a quelque chose de très mathématique en disant voilà, il y a moins d'élèves, donc on coupe. Est-ce que c'est pas une faute aussi politique de ne pas traiter l'éducation nationale? Moi, j'ai pas le sentiment d'être technocratique. Je constate dans ma circonscription qu'il y a de moins en moins d'élèves en Eure-et-Loire chaque année. Et je trouverais à l'inverse très dogmatique de ne pas se poser la question du dimensionnement du service public et des effectifs et des recrutements, bien sûr, mais de l'éducation. Et si on se disait, en fait, quelle que soit la démographie, quel que soit le nombre d'élèves par classe, quel que soit le nombre d'élèves, en fait, on s'en fout, on recrute exactement de la même manière chaque année, au même rythme, sans se poser la question. Ça serait pas techno, ça serait dogmatique. Et ça serait pas du bon usage du recrutement et de l'argent public, parce que quand on recrute, c'est de l'argent public qui est dépensé pour recruter et faire des recrutements. Et donc, moi, je suis pas techno. Je constate, comme vous, que dans nos territoires, on a une évolution de la démographie qui fait que dans beaucoup d'endroits, on a une chute du nombre d'élèves. L'irresponsabilité et le dogme conduiraient à dire « on s'en fout, on continue comme avant ». La vraie responsabilité, c'est de se dire à un moment, quand il y a une évolution
démographique, eh bien on est capable de l'expliquer et de dire que les recrutements ne peuvent pas être exactement les mêmes qu'avant. Et pardon, mais c'est la même chose sur toutes les fonctions administratives de l'État. Si on veut à un moment s'engager dans une démarche qui est cohérente, quand il y a des évolutions technologiques, quand on a des nouveaux logiciels, quand on a l'intelligence artificielle qui se développe dans les services publics, eh bien on doit être capable d'expliquer que les recrutements vont être impactés dans les années qui viennent parce qu'on a des sauts quantitatifs qui sont faits dans les années qui viennent. Pardon d'être un peu technique. Pardon d'insister sur la question de l'éducation nationale, parce que je crois que ça concerne beaucoup de Français et que c'est l'avenir. J'ai lu encore ce matin que vous envisagiez de supprimer le soutien scolaire, en tous les cas l'accompagnement pour les classes de 3e et 4e. Est-ce que l'éducation nationale en particulier ne mériterait pas une attention un peu plus particulière, un peu plus fine que ce que vous faites ? Mais, pardon, excusez-moi, je veux être bien plus clair. Il y a 850 000 enseignants dans notre pays, 1 million d'agents dans l'éducation nationale. Et donc l'éducation nationale est toujours et reste toujours une priorité absolue de l'action du gouvernement et de notre pays. Et nous continuerons à recruter l'année prochaine de nouveaux enseignants. Donc ne faites pas croire qu'il y aurait une suppression ou un arrêt de tout recrutement dans l'éducation nationale et que parce qu'il y aurait 4000 réductions de recrutement, on serait dans un système où on délaisserait l'éducation nationale. Un peu de mesure. Enfin, je veux dire, on a dans notre pays 5,7 millions d'agents publics, une masse salariale de 340 milliards d'euros. On voudrait nous faire croire qu'on est en train de tout arrêter et qu'il n'y a plus de priorité. On va continuer d'en parler dans un instant. Un peu de mesure, quand même. J'aimerais parler de cette histoire. En septembre dernier, vous l'avez certainement suivi, une institutrice a été filmée en train de frapper une fillette de 3 ans. Elle sera devant la justice en février 2025. On l'a appris hier. Vous vous attendez à une sanction exemplaire ? Non, je vais laisser la justice faire son travail. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, on attendra les décisions de justice. Et je ne commenterai pas les décisions de justice avant qu'elles n'arrivent. De l'autre côté, hier, une professeure du collège Alexandre Dumas de Maurepas, on l'a appris, a été frappée par un élève. C'était la semaine dernière, alors qu'elle lui demandait simplement son carnet pour le sanctionner, pour mauvais comportement. C'est récurrent. On a l'impression ces derniers mois, ces professeurs qui sont attaqués, agressés par des élèves. Comment protéger les professeurs ? Ça fait partie aussi de votre giron, de votre domaine. Tout à fait. Alors, malheureusement, ce sont des actes qui sont insupportables, qui existent. Et je tiens à profiter de cet instant pour saluer le travail des 5,7 millions d'agents de la fonction publique qui peuvent faire face à des violences, à des agressions. Et effectivement, mon rôle, et le rôle du gouvernement, mais aussi le rôle des responsables politiques, est de systématiquement tenter de mieux les protéger et de mieux les accompagner face à ces agressions. Parce que quand on agresse un agent public, on agresse en réalité la République. Donc il y a des dispositions qui existent déjà, bien sûr, de protection fonctionnelle. Je souhaiterais qu'elles puissent être renforcées. Et cela fait partie des travaux qu'avait d'ailleurs engagé mon prédécesseur Stanislas Guerini. Renforcer cette protection fonctionnelle, permettre éventuellement à l'administration de porter plainte aux côtés de l'agent qui se fait agresser et étendre les protections et les dispositifs de protection pour les agents, mais aussi pour la famille proche qui les entoure. Et donc je souhaite que nous renforcions l'arsenal, à la fois d'une manière réglementaire, mais aussi de façon législative. Vous avez conscience que ça éloigne de cette vocation de professeur, parfois. Bien sûr, c'est le cas pour les professeurs, je viens de le dire, les agressions des agents publics, au-delà de l'éducation nationale, existent. Elles peuvent exister à l'hôpital, elles peuvent exister dans les collectivités territoriales quand il y a un contact avec certains citoyens violents, elles peuvent exister également dans la fonction publique d'État, bien sûr, que ce soit la police, la gendarmerie, mais aussi largement la fonction publique. Et donc moi, à chaque fois, ce sont des drames qui me touchent, qui m'horripilent, et sur lesquels je vous dis ma totale fermeté à condamner systématiquement, à être auprès des agents qui sont victimes de ces agressions, et à tout faire à travers les décrets et à travers les lois pour mieux protéger encore demain les agents de la fonction publique, mais aussi leur entourage et leur famille. C'est le rôle du ministre de la fonction publique, c'est mon rôle, et je le tiendrai bien évidemment avec beaucoup de fermeté, beaucoup de vigueur. Oui, vous avez parlé de votre prédécesseur Stanislas Guerini. Est-ce que vous allez reprendre la réforme qu'il avait engagée ? Parce que les syndicats sont taqués, justement, ils aimeraient, syndicats de fonctionnaires, savoir ce que vous comptez faire, parce qu'il y avait pas mal de mesures qui les inquiétaient, la rémunération au mérite, la suppression des catégories ABC, le licenciement qui serait facilité. Alors qu'est-ce que vous leur répondez ? Mon prédécesseur avait fait beaucoup de belles choses sur la question de la fonction publique et avait amorcé des chantiers de transformation. On vient de parler de la protection fonctionnelle des agents. Je pourrais aussi vous parler du logement, sur lequel Stanislas Guerini avait travaillé en lien avec David Amiel, parlementaire, sur une amélioration du logement des fonctionnaires pour faciliter l'accès au logement des agents. Ce sont des sujets sur lesquels, oui, je souhaite les faire prospérer, notamment ceux-là. Et sur les autres et sur lesquels je l'ai mis à l'ordre du jour de l'agenda social que j'ai proposé à l'ensemble des syndicats que j'ai reçus à mon ministère. Il y
y a aussi d'autres chantiers intéressants, la rémunération au mérite. Je souhaite qu'on puisse concerter sur la question du mérite. Il y a la question aussi du licenciement pour faute, pour insuffisance, qui était un des chantiers qu'avait amorcé Stanislas Guerini. Sur tous ces chantiers-là de réforme, je souhaite en tout cas les mettre à l'ordre du jour de l'agenda social, concerter avec les syndicats et voir comment on les fait prospérer chacun d'entre eux. C'est-à-dire que sur la question de la protection fonctionnelle, on va avoir un véhicule qui va permettre de le faire prospérer. Sur la question du logement des fonctionnaires, on aura une proposition de loi de David Amiel qui permettra de le faire prospérer. Sur les autres sujets, on avancera doucement mais sûrement sur chacun de ces chantiers de réforme structurelle de la fonction publique, mais l'ambition réformiste est intacte. Et les hausses de salaire, vous comptez les faire ou pas ? Alors, on est en discussion bien sûr sur la question salariale. Mon prédécesseur avait fait une belle augmentation du point d'indice à l'époque. Nous sommes dans un contexte budgétaire qui est un petit peu différent. Donc sur la question salariale, nous sommes en discussion avec les syndicats toujours, mais nous avons des contraintes budgétaires qui sont très fortes. Et donc nous avons besoin de nous poser pour en discuter, mais être responsables budgétairement dans le contexte actuel. Monsieur le ministre, vous êtes d'origine arménienne et en tant que député, vous vous êtes longtemps battu au sein précisément de l'association France-Arménie. Le ministre des Armées, avant-hier soir, chez Darius Rochebin, a beaucoup insisté sur le fait que notre préoccupation, c'était évidemment l'Ukraine, la Moldavie, mais l'Arménie aussi, en estimant qu'on avait renforcé notre relation de défense avec l'Arménie. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant, qu'on est allé suffisamment loin, est-ce que l'Arménie est encore en danger aujourd'hui, selon vous ? L'Arménie est toujours en danger, évidemment, parce qu'elle fait face à une agression de l'Azerbaïdjan voisine assez récurrente, avec des velléités expansionnistes de l'Azerbaïdjan qui sont très fortes. Et la France se tient aux côtés de l'Arménie, et elle est probablement le seul pays de l'Europe, et j'allais même dire le seul pays occidental qui se tient aussi proche de l'Arménie, et pas que dans les mots. Elle le fait aussi à travers un soutien de coopération très dynamique. Elle le fait avec des livraisons d'équipements de défense. Et elle est, je crois, le seul pays européen à livrer des équipements de défense. Et je salue l'action de M. Lecornu, mais aussi de tous ceux qui ont œuvré à ce que la France renforce son partenariat stratégique et la défense de ce petit pays qui est entouré de beaucoup d'ennemis et qui est en danger et qui partage beaucoup de valeurs avec nous, à commencer par la démocratie. Et donc je serai bien sûr toujours aux côtés des Arméniens, comme l'est le gouvernement, comme l'a toujours été la France. Et encore une fois, elle est probablement le pays européen le plus en pointe sur un soutien important. Et j'espère que ça continuera. En tout cas, je ferai tout pour que ça continue. Merci Guillaume Kasbarian d'être venu aujourd'hui dans le 6-9. Merci. Invité de 8h30 face aux experts.